Mesdames, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de l'atelier débat du mois d'octobre, de cette fin d'octobre. Et aujourd'hui, nous recevons à la Maison des Travaux Publics, nous accueillons Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinou et coprésident de la commission Transport, Mobilité, Voirie de l'Association des maires de France. Monsieur le maire, en tant que président du syndicat des mobilités de l'aire grenobloise et vice-président sur les enjeux de l'espace public et des mobilités douces de Grenoble-Alpes Métropole, je crois avoir bien défini la zone d'activité, votre parcours met en lumière votre expertise pointue en matière de politique publique et votre engagement constant pour l'innovation et la mobilité durable. Et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui et pour lequel notre président Brice Lalonde vous reçoit. Du fait de ces différents rôles, tant à l'échelle locale que régionale, vous êtes un interlocuteur de référence sur ces enjeux cruciaux au cœur de la transition énergétique. Aujourd'hui, je vous le renouvelle, nous sommes honorés de vous recevoir et votre présence pour discuter du déploiement de la mobilité électrique au niveau local. Et on le sent bien pour parler avec nos entreprises aussi, comme avec certains politiques, qu'il y a un fossé qui est en train de s'aggraver entre les grandes cités et la ruralité. Mais ça, vous nous en parlerez et certainement que le président Brice Lalonde aussi vous en parlera. Face à l'interdiction des véhicules thermiques neufs à partir de 2035, le déploiement des stations de recharge est appelé à poursuivre son accélération au cours des prochaines années. Face à ces besoins croissants, l'adaptation de nos structures et de notre urbanisme est désormais indispensable. Et c'est là que réside le rôle éminent et central des collectivités locales et des mairies, chargées de planifier le déploiement de l'infrastructure de recharge et d'assurer la qualité de service. Un service délicat, et ça, vous allez nous en parler. Monsieur le maire, merci encore d'être présent aujourd'hui, et je passe tout de suite la parole à Brice Lalonde. Nous sommes évidemment à Équilibre des énergies, nous travaillons sur la décarbonation, donc nous avons depuis longtemps considéré que l'électrification des véhicules légers, en tous les cas, était la voie à suivre, et nous avons sans cesse poussé, et nous avons évidemment travaillé sur un certain nombre de prérequis pour cette électrification, ou en tous les cas d'accompagnement nécessaire, qui sont la production des batteries, le recyclage des batteries qu'on a tendance à oublier, et évidemment l'équipement de bornes de recharge avec les différences et les obligations, notamment le départ du 1er août pendant les vacances, sur les voies rapides, comment fait-on, etc. Donc voilà, donc ça nous intéresse bigrement de savoir votre expérience d'élu local et de représentant des maires à l'Association des maires de France sur la question de l'électrification, mais aussi sur la stratégie générale de votre autorité organisatrice, puisque vous avez choisi cette compétence. Et c'était très intéressant pour moi de regarder le site du SMAG, je ne sais pas comment si ça se prononce comme ça, parce que vous représentez quand même une aire très, très grande, c'est assez large quand même, toutes ces communautés de communes. Comment fait-on? Évidemment, vous allez nous parler un petit peu de tout ça. À la fois le fait que vous regrettez qu'un certain nombre de communautés de communes n'ont pas pris la compétence de l'autorité organisatrice des transports, le laissant à la région, et vous dites la région elle est trop loin, elle n'arrive pas à le faire correctement. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et dans votre stratégie de l'autorité de la région de l'aire grenobloise, vous cherchez évidemment à dissuader les gens de conduire tout seuls dans leur voiture. Vous essayez de les aider à choisir d'autres modes de transport. Donc peut-être que vous allez commencer par nous dire tout ça, à la fois le cadre général, et on va zoomer ensuite sur cette question qui est très particulière de l'électrification des bornes et de l'appétence de vos administrés pour la voiture électrique. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation ce matin. Je suis très heureux d'être là sur un sujet sur lequel on n'a effectivement pas forcément l'habitude de beaucoup s'exprimer. Donc c'est peut-être plus inhabituel, mais c'est peut-être ça aussi qui est intéressant.
Alors effectivement, vous avez dit beaucoup de choses dans votre introduction, donc je vais essayer de partir du général et de revenir très rapidement sur la question du véhicule électrique, et puis peut-être avec plusieurs dimensions, parce qu'il n'y a pas forcément que les particuliers. Quand on est aujourd'hui effectivement élu local dans des collectivités, d'abord il faut faire face à la complexité du niveau des collectivités et des répartitions de compétences. Et on ne peut pas bien appréhender ces sujets-là si on n'a pas pardon, ce schéma en tête là. Moi aujourd'hui je suis vice-président d'une métropole, donc ce sont de grandes aires urbaines qui ont des compétences spécifiques données par la loi et qui se sont substituées à celles que dans d'autres territoires sont exercées directement par des communes. Donc déjà c'est pas simple quand vous situé dans une grande aire urbaine ou dans une intercommunalité de taille moyenne ou petite, notamment en zone périphérique ou rurale, eh bien vous n'exercez pas de la même manière la compétence et ce ne sont pas les mêmes acteurs. Donc on ne peut pas répondre déjà à la question de la même façon. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc évidemment, quand on se situe dans un territoire comme le mien, on raisonne en termes d'échelle. Plus l'échelle est grande, plus on est efficace. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité regrouper plusieurs intercommunalités de degrés moyens différents, puisque nous avons une grande métropole, la métropole de Grenoble, une intercommunalité de taille, on va dire, plus petite, qui est une petite intercommunalité périphérique, la vallée du Grésivaudan, qui grosso modo se situe entre Grenoble et Chambéry, et une troisième intercommunalité qui elle est de taille, on va dire, plus intermédiaire, en direction de Lyon, entre Grenoble et Voiron, pour ceux à qui ça parle. Réunir ces trois intercommunalités, c'est construire ce qu'on appelle un bassin de mobilité, c'est-à-dire agir à une échelle qui dépasse le simple centre urbain pour être évidemment le plus efficace possible, puisque lorsque vous agissez en matière de mobilité, par définition, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de frontières, puisque les gens se déplacent indépendamment de savoir où sont les limites des communes ou des intercos. Et donc, c'est cela sur lequel nous essayons de travailler, de faire comprendre que plus l'échelle elle est cohérente, plus elle est articulée, plus on est efficace, et particulièrement pour les questions de mobilité. Donc nous avons ces différentes intercommunalités qui ont décidé de se regrouper ensemble pour agir sur ce levier de la mobilité sous tout son spectre. Et j'y reviendrai dans un instant. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous plaidons au sein de l'Association des maires de France pour que cet échelon-là, l'intercommunalité, soit celui qui soit responsable des questions de mobilité, parce que nous pensons que c'est l'échelon le plus pertinent. D'abord, une commune seule ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Ça permet de mutualiser, ça permet de coordonner, ça permet d'avoir des échelles pertinentes, et parce que ce sont des structures qui ont déjà des compétences en la matière qu'il convient de renforcer. La région est un autre intervenant en matière de mobilité, mais à une échelle qui est beaucoup plus macro. Aujourd'hui, la région intervient sur les questions ferroviaires, notamment avec la gestion du train régional. Elle a des capacités d'investissement importantes sur ces questions-là, et la loi lui a confié aussi la gestion des réseaux de cars express, qui sont des sujets aussi très importants et qui vont venir en complémentarité avec tout ce que j'évoque. Mais vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à des régions qui par ailleurs sont beaucoup plus grandes qu'hier, parce que cela a été souhaité un temps par le législateur, donc qui ont des échelles qui sont très différentes, de venir se substituer en local à une intercommunalité de taille petite ou moyenne, parce que c'est de celle-ci dont nous parlons, des petites intercommunalités périphériques ou de zones rurales, qui ont eu peur de prendre la compétence en propre sur les sujets de mobilité lorsque la loi lui a permis, la dernière loi LOM, loi d'orientation des mobilités, estimant qu'il ne serait peut-être pas assez calibré pour le faire, qu'il n'aurait pas les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre, et par peur, par facilité, se sont dit, eh bien, nous allons le laisser à la région qui sera un acteur qui saura faire. Eh bien, malheureusement, l'expérience depuis 3 ans nous montre que la région ne sait pas mieux faire, parce que la région, elle a déjà beaucoup à faire, elle a aussi beaucoup de charges financières sur ses compétences propres, et donc elle n'est pas en capacité de venir se substituer en acteur local et d'apporter les investissements nécessaires. Est-ce que je peux juste vous interrompre, parce que vous avez commencé en disant que vous avez choisi une aire quand même suffisamment large, et là vous dites la région c'est trop large. Oui. Donc comment fait-on pour déterminer des choses ? On revient à ce que j'appelle ce que pas moi qui ai inventé le terme, les bassins de mobilité. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'échelle pertinente d'échange où vous avez un certain nombre de territoires qui convergent tous vers un flux. En général, c'est un centre urbain attractif qui a des zones d'emploi, de services. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, ça paraît assez simple. Donc effectivement, il faut définir le bon périmètre. Mais les régions, ce sont des échelles qui sont beaucoup plus importantes et qui sont trop importantes. Vous prenez l'exemple de ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez fusionné et l'Auvergne et Rhône-Alpes, vous voyez ce que ça représente en termes de nombre de départements, de kilomètres, et vous ne pouvez pas considérer que c'est un seul bassin de mobilité, ça n'aurait pas de sens, c'est un morceau beaucoup trop gros. Après, effectivement, toute la difficulté
il faut trouver la bonne échelle, il faut la distinguer. Et ça, c'est le travail que nous faisons localement entre les intercommunalités, parce que nous connaissons aussi les besoins et les flux de nos habitants. Donc voilà pourquoi nous estimons que cet échelon intercommunal est aujourd'hui le bon échelon pour agir. Une fois qu'on a dit ça, après, évidemment, nous exerçons nos compétences respectives. Donc, sur ces sujets-là, nous allons être attendus sur les questions de transport collectif. C'est ce qu'on attend des collectivités locales, sur tout ce qui va être l'organisation des transports en commun. Et là-dessus, on y reviendra. Il y a un enjeu important aussi en matière de mobilité électrique. Nous avons évidemment toute l'articulation avec les politiques vélo, les aménagements, les services. La question du covoiturage prend de plus en plus de place parce que c'est une réponse qui est très pertinente aujourd'hui, notamment pour les habitants des périphéries qui ont besoin au quotidien de se rendre sur les centres urbains et qui n'ont pas nécessairement les alternatives suffisantes sur les transports collectifs. Donc ça permet d'avoir une réponse rapide, efficace et peu onéreuse et qui a évidemment aussi des avantages environnementaux. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Et toutes ces articulations-là, il faut qu'elles soient coordonnées. Il faut aussi qu'on ait une simplicité d'accès et qu'on ait aussi des tarifications qui soient lisibles et compatibles. Et c'est là où on a intérêt à avoir une structure qui prenne en charge l'ensemble de ce périmètre, d'où l'intérêt d'avoir une autorité organisatrice des mobilités à la bonne échelle qui assure cette coordination. Et vous avez aussi tout un tas de logiques de rabattement où vous allez utiliser notamment les gares ferroviaires de périphérie pour rabattre des flux en connexion, et c'est ce que nous appelons les pôles d'échange multimodaux sur lesquels vous allez pouvoir arriver avec votre voiture, vous garer, avec du covoiturage, avec une piste, ou trouver en se garant là une piste cyclable pour repartir, une ligne de bus, un train ou un service différent. Donc en fait, l'idée c'est qu'il faut articuler les choses, il faut les coordonner et il faut les simplifier. Et c'est là où nous intervenons pour, par exemple, construire un support unique pour pouvoir prendre le titre, ce qu'on a avec des passes mobilité, avec ce qu'on appelle aussi des masses, en termes plus techniques. Et tous ces éléments-là sont de la responsabilité de ces autorités organisatrices. Donc tout ce champ-là, c'est celui sur lequel nous agissons. Et c'est celui qui nous est permis par ce cadre réglementaire. Donc évidemment, plus vous êtes intégré, plus vous êtes efficace. Ça, c'est le monde idéal que je vous décris quand vous êtes, comme moi, dans une grande aire urbaine qui peut se permettre cela, et parce que la loi lui a donné la possibilité. Quand vous êtes en zone rurale éparse, dans une petite intercommunalité, vous n'avez pas toutes ces facilités et tous ces moyens. Il ne suffit pas de dire aux gens il ne faut plus prendre votre voiture parce que c'est pas bon pour la planète, pour qu'ils changent. Parce que malheureusement, les offres qu'ils ont, elles sont extrêmement limitées. Et aujourd'hui, le système les rend très dépendants de ce mode de déplacement. Donc vous voyez qu'en fonction des endroits où nous nous situons, la situation ne va pas être la même. Et dans ces territoires-là, qui sont souvent les moins dotés en population, les moins dotés financièrement, les moins dotés aussi en tissu économique, donc en potentiel recettes aussi pour faire des choses, eh bien, ce sont là où l'essentiel des compétences demeure encore au sein de la commune. Et donc vous pensez bien qu'une commune de taille petite ou moyenne dans ces zones-là ne va pas pouvoir faire grand-chose, que ce soit en matière d'aménagement de voirie, en matière de services de mobilité et a fortiori en matière de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et c'est bien pour cela qu'une fois de plus, il nous faut s'organiser, se regrouper, et c'est aussi ce qui est permis grâce là aussi au cadre réglementaire. On va pouvoir peut-être rentrer dans les détails avec aussi d'autres formes d'organisation dans ces territoires-là, avec des syndicats spécialisés qui peuvent porter ces sujets et cette compétence-là, ou un regroupement à l'échelle d'une intercommunalité. Donc voilà peut-être pour poser le cadre en introduction du panorama de comment nous travaillons, comment nous agissons et quels sont les enjeux. Et nous pouvons maintenant, si vous le souhaitez, rentrer plus précisément sur le sujet de l'électrification des véhicules. C'est très clair. Merci beaucoup, monsieur le maire et président donc, du syndicat, enfin du SMAG, hein, c'est ça qui s'appelle comme ça. Vous allez avoir très bientôt, d'ailleurs si ce n'est déjà fait, une échéance et un défi qui est la zone à faible émission. Et donc, je suppose que pour respecter c'est la loi, hein, vous êtes en train de vous organiser. Et donc, une partie du défi consiste à demander à vos administrés de changer de mode de transport si la voiture n'a pas le critère qu'il faut, ou à le dissuader d'utiliser sa voiture. Et pour ça, vous avez toute une stratégie. J'ai été très intéressé de regarder votre site, notamment les parkings relais, hein, dans lesquels vos administrés sont invités en quelque sorte à laisser leur voiture pour prendre un autre mode de transport. Et donc, cette incitation, elle doit prendre aussi des formes d'aide ou pécuniaires ou autres. Et vous allez nous en parler, notamment à propos de l'électrification.
ça suppose que vous ayez aussi les moyens d'avoir du foncier. Si vous allez mettre des parkings dans les zones ferroviaires, intermodales, il faut acheter du terrain, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette stratégie de dissuasion, laisser votre voiture, ou ensuite pour l'électrification? Oui, on vous donne la parole pour l'électrification. J'ai vu que vous avez aussi des voitures en partage, pas simplement l'autopartage, mais des voitures que l'on peut emprunter, en quelque sorte, hein, avec tout un réseau. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que tous ces outils nouveaux pour la circulation, ce sont souvent des outils, j'allais dire presque autogérés, mais en tous les cas des services publics, hein, qui sont ensuite donnés à concession à des entreprises pour les gérer, que ce soit Vinci, Bouygues ou d'autres, notamment pour l'électrification. Donc cette stratégie est intéressante. Donc comment faites-vous alors la zone à faible émission? Est-ce que vos administrés trouvent ça bien? Alors d'abord, notre responsabilité sur ces collectivités en charge des mobilités, c'est de proposer des services de mobilité qui soient diversifiés, qui répondent à l'ensemble des besoins et qui globalement tendent vers une alternative forte à l'utilisation de la voiture individuelle. C'est notre responsabilité dans ces territoires-là. En tout cas, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus de voitures, ça n'aurait pas de sens et ce ne serait pas réaliste. Par contre, il s'agit de privilégier l'usage le plus approprié de la voiture. Et en tout cas, évidemment, dans ces grandes zones urbaines que vous connaissez tous et qui sont tous les matins congestionnées parce qu'il y a saturation, il faut réduire le volume global. Et donc pour cela, il faut offrir des vraies alternatives aux usagers et dans leur diversité de pratiques. Parce que, encore une fois, en fonction du lieu où vous habitez, vous n'avez pas le même besoin. Il est très confortable aujourd'hui, quand vous habitez en plein centre urbain, de pouvoir se passer de sa voiture parce que vous avez tout un tas de services à votre disposition. Mais quand vous habitez en périphérie, il y a 30 ou 40 km, quand vous êtes en zone rurale, quand vous êtes en zone de coteau, l'affaire n'est pas du tout la même. Et donc il y a aussi cette difficulté à ne pas opposer les habitants les uns aux autres parce que certains auraient plus de facilité que d'autres. Et c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels je vais revenir, des zones à faible émission. Donc nous essayons de proposer un ensemble de services qui doivent s'articuler les uns aux autres, qui doivent se compléter, qu'il n'y en a aucun qui s'oppose ou qui serait supérieur à l'autre. Et c'est toute cette logique de multimodalité, d'intermodalité dans laquelle nous travaillons et que je décrivais tout à l'heure avec la palette du champ de compétences et de services que nous proposons. Et pour que nous apportions une bonne réponse à nos habitants, il faut que la réponse elle soit multiple. Vous vous déplacez très rarement d'une seule manière et toujours la même de manière régulière. Vous avez souvent une articulation entre plusieurs types de services de mobilité. En tout cas, dans ces zones-là, c'est ce qui aujourd'hui paraît le plus important. Donc c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Et bien sûr, la zone à faible émission, dans les grandes agglomérations françaises, et il va y en avoir beaucoup, il va y en avoir une quarantaine quand elles seront toutes mises en place, elles ont un impact très fort et elles induisent un sujet sur la question de l'électrique. Elles ont un impact très fort puisque demain, potentiellement non, c'est déjà le cas dans plusieurs territoires et ça va s'accroître, vous allez réguler la possibilité de circuler dans le territoire en fonction de la catégorie de véhicule que vous avez. Alors vous connaissez certainement ça, c'est en fonction de l'ancienneté du véhicule, de son type d'énergie, etc. Vous avez un certain nombre de moments où, qu'ils soient permanents ou limités sur le plan des horaires, où on vous dit vous ne pouvez plus circuler librement avec votre voiture et donc il vous faut faire autrement. Alors faire autrement, ça veut dire quoi? C'est soit vous renoncez totalement à votre véhicule, ce qui paraît quand même difficile, en tout cas au moins pour certaines catégories de population, les plus éloignées, les plus modestes. Il faut aussi avoir les moyens de changer sa mobilité. C'est un coût, c'est un prix aujourd'hui et c'est toute la difficulté. Soit vous dites, je vais moins la prendre, en tout cas je ne vais plus la prendre aux périodes où c'est interdit, donc il faut que je trouve une autre solution. Est-ce que les alternatives qui s'offrent à moi sont suffisantes? Elles sont sérieuses. Et puis vous avez évidemment des gens qui vont se dire, c'est l'occasion de changer mon type de véhicule ou de totalement y renoncer. Et c'est là où, encore une fois, vous allez faire face à l'ensemble de la palette des solutions qui s'ouvrent à vous. Il y a la question de l'autopartage que vous évoquiez. Donc l'autopartage, c'est en fait venir louer un véhicule juste pour le moment où vous en avez besoin, pour 1 heure, pour une demi-journée, pour 2 jours, auprès d'un opérateur spécifique. Aujourd'hui, c'est plus effectivement un secteur, on va dire, pas associatif, mais c'est souvent le secteur des SCOP, ce monde-là qui propose ça, mais demain ça pourrait être des services beaucoup plus développés. Ça marche très bien dans les centres urbains, encore une fois c'est plus facile. Vous avez Cities, c'est ça? Chez nous c'est Cities, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a plusieurs opérateurs dans le pays.
C'est facile quand vous habitez en centre urbain, que vous avez besoin de votre voiture dans le fond une fois de temps en temps le week-end parce que vous sortez avec vos enfants, parce que vous avez des courses lourdes à faire. Vous dites tiens, je vais louer une voiture une fois tous les 10 jours et j'ai pas besoin d'en avoir une que je paye toute l'année, assurance, etc. Ça c'est facile. Mais quand vous habitez encore une fois à 30 ou 40 bornes en périphérie, dans un pavillon un peu séparé, c'est plus du tout le même modèle. Donc encore une fois, il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs réponses dans qui doivent votre syndicat, s'offrir. il y a aussi donc les deux catégories, les populations éparses, comme vous dites. Vous avez les deux, donc. Absolument. Okay. Et puis moi, je suis sur des zones de coteaux de montagne où vous renforcez encore plus la question de l'isolement que vous pouvez avoir parfois dans des zones moins densément peuplées, où là, vous avez un phénomène de relief qui vient aussi renforcer cela. Donc c'est ça, la conséquence de la zone à faible émission, c'est que c'est évidemment impactant pour un certain nombre de populations. Et il y a aussi un phénomène auquel il faut prendre garde, qui est la question de ceux qui habitent à l'intérieur de la zone et qui sont évidemment soumis à ces contraintes, mais qui sont en général plutôt dans la zone urbaine dense, et ceux qui habitent de l'autre côté de la zone, c'est-à-dire en son extérieur, et qui souvent sont les habitants des périphéries, donc qui officiellement ne sont pas soumis à la règle chez eux, mais qui de fait sont impactés parce que tous les jours, ils rentrent à l'intérieur du territoire de la zone pour venir travailler. Et ce sont ces gens-là, en fait, qui vont être les véritables personnes touchées par l'effet des zones à faible émission. L'impact est beaucoup plus fort en extérieur de zone qu'en intérieur de zone, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Or, le système est construit par rapport à ceux qui sont dans la zone, qui sont déjà ceux qui ont le plus de réponses alternatives. Ce sont ceux qui potentiellement peuvent être aidés puisqu'ils sont dans le périmètre de la réglementation, alors que ceux qui sont en extérieur sont ceux qui ont le moins de services de mobilité à leur disposition et qui ne sont pas éligibles directement aux aides parce qu'ils n'habitent pas à l'intérieur de la zone. Et c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons toujours pensé à l'équilibre des énergies que s'il y avait une priorité pour l'électrification, c'était les zones rurales ou périphériques. Et donc, pour votre syndicat, par exemple, en fonction de ce que vous avez dit, pour répondre aux impératifs d'équité, disons, est-ce que vous avez, pour l'électrification, une priorité pour les zones plus lointaines par rapport au centre-ville ? Alors, j'y viens, mais je complète juste sur un point. Tous ces habitants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone, nous essayons de les aider du mieux possible. Que pouvons-nous faire à notre échelle de collectivité locale ? Nous pouvons distribuer un certain nombre d'aides incitatives, de l'accompagnement, en prodiguant un conseil en mobilité, c'est-à-dire que nous mettons en place une organisation spécifique dans des guichets d'accueil sur nos services pour que les gens viennent venir faire état de leur situation, de leurs déplacements au quotidien, de leurs besoins de déplacement, et qu'on soit en capacité de leur produire un diagnostic en leur disant, eh bien, vous pourriez demain vous déplacer autrement pour faire la même chose, de telle manière la semaine, de telle manière le week-end, avec tel et tel service. Ah, ça, c'est très intéressant. Donc, vous avez des guichets. Combien vous avez de guichets ? Nous avons mis en place, de fait de la zone à faible émission, un conseil en mobilité qui est opéré par l'opérateur de transport local dans le territoire. Donc on a 2 lieux d'accueil où les gens peuvent s'inscrire et venir demander du conseil, un diagnostic. Cet élément de conseil diagnostic, il est préalable, il est indispensable pour pouvoir ensuite prétendre à une aide publique. Puisque c'est lors de cet entretien qu'on va pouvoir définir la capacité à aider la personne et de quelle manière nous allons pouvoir aider, enfin c'est plutôt un foyer en général, ces gens-là. Et après, nous ciblons en priorité évidemment nos aides sur nos services de mobilité, c'est quand même logique. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile quand vous habitez dans la zone urbaine dense qu'en extérieur. Et nous donnons aussi la possibilité d'aider à l'achat de véhicules pour certaines catégories de personnes qui n'ont pas d'autres alternatives, mais des aides qui sont extrêmement ciblées sur du renouvellement plutôt aujourd'hui sur des véhicules d'occasion et à minima sur du véhicule thermique essence. Dans un premier temps, bien sûr, le véhicule électrique, le véhicule hydrogène sont éligibles à ces aides par rapport à la réalité du marché d'aujourd'hui, parce que si vous êtes un foyer modeste et que vous voulez changer votre véhicule, vous n'allez pas tout de suite, malheureusement aujourd'hui, acheter un véhicule électrique neuf parce que ça reste encore un coût qui pose des difficultés. Évidemment, ces aides, elles ont un barème qui est évolutif et qui sera révisé en fonction de l'état d'avancement des offres de marché. Mais à l'heure où nous parlons, nous avons estimé que le véhicule d'occasion, toute énergie, bien sûr, ça marche aussi pour l'électrique, mais malheureusement, il y en a encore trop peu, était la bonne réponse pour les publics les plus fragiles et que nous ne souhaitions pas subventionner de l'achat neuf,
neuf, qui est beaucoup plus cher et qui, normalement, est plutôt réservé à des gens qui ont déjà les moyens de se le payer, puisque nos aides sont ciblées en fonction de critères de revenus par rapport au barème de l'État, puisque nous ne sommes évidemment pas en capacité d'aider tout le monde de manière illimitée. Vous avez des statistiques sur le nombre de gens que vous avez déjà aidés de cette manière? Non, c'est beaucoup trop récent, puisque ce dispositif existe depuis quelques mois seulement, depuis 2 mois, donc nous ne sommes pas encore en capacité d'avoir suffisamment de recul, mais bien sûr, nous allons l'évaluer. Parce que c'est très intéressant aussi la question de l'information. Je sais que vous travaillez beaucoup à ça. Moi, je me souviens d'expériences où les gens n'arrivaient pas à lire l'itinéraire des bus, etc. C'était compliqué. Lire un plan, c'est pas si simple, etc. Et donc, manifestement, il n'y a pas simplement le service lui-même physique, mais il y a aussi l'information qui va avec, quoi. Oui, absolument. C'est tout ce que nous appelons le changement de comportement. Il faut avoir la volonté de faire autrement, de s'intéresser aux offres qui sont là et être en capacité, comme vous le dites, effectivement, de savoir les utiliser, de les décoder, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les publics, bien sûr. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, il faut qu'on rentre un peu dans le sujet de la mobilité électrique, parce que vous allez me dire que je parle de tout sauf de ça jusqu'à présent. Mais c'est quand même un cadre préalable intéressant pour savoir dans quel contexte nous nous trouvons. Et sur le sujet, effectivement, de la mobilité électrique, et particulièrement de la recharge, aujourd'hui, à l'échelle des collectivités locales, la question, elle se pose essentiellement pour le véhicule particulier. Elle se pose pour les transports collectifs. Il y a un gros enjeu sur les transports en commun. La question se posera bien sûr sur le véhicule professionnel, mais aujourd'hui, ce n'est pas la préoccupation première des collectivités locales. D'abord au regard de leur champ de compétences, de leur responsabilité en matière d'espace public et parce que ce sont aujourd'hui des opérateurs privés qui ont aussi des enjeux propres à développer chez eux, qui auront certainement des besoins supplémentaires avec de l'itinérance, mais qui ne sont pas aujourd'hui les premiers sujets d'action ou de préoccupation des collectivités. Ce qui ne veut pas dire que ça n'en sera pas un demain, mais je parle vraiment à date. Donc sur cette question de la recharge électrique, nous avons une réflexion à conduire sur où est le besoin et quelle est la taille du besoin. Nous ne pouvons pas considérer que demain, nous allons déployer absolument partout, de manière illimitée, sans logique, sans coordination, des bornes de recharge sur l'ensemble de l'espace public. Ce ne serait pas raisonnable sur le plan de l'usage et ce ne serait pas raisonnable sur le plan financier, sur le plan des consommations énergétiques. La question, c'est comment nous construisons le bon équilibre en fonction des besoins et des responsabilités de chacun. Et si aujourd'hui, vous êtes une personne qui va tous les jours au travail avec son véhicule, la plupart du temps, vous allez garer votre véhicule sur votre lieu de travail. Ce sera donc sur un espace plutôt privé. Donc il va avoir besoin de recharge sur le site où vous travaillez, que ce soit une entreprise, une collectivité publique, etc., sur des parkings privatifs. Vous avez toutes les flottes de véhicules professionnels qui devront aussi être gérées par les différents acteurs de ce secteur-là, qu'ils soient publics ou privés. Donc ce n'est pas nécessairement sur l'espace public qu'on va trouver la réponse. Vous avez tout l'enjeu des zones commerciales. Vous allez faire des courses, vous allez chez X ou Y, vous garez en général votre véhicule sur des grands parkings. Là aussi, il va y avoir des enjeux de recharge. Et puis, vous avez l'espace public en surface, en voirie, et l'espace public qui peut être dans du parking souterrain, dans du parking en ouvrage. Et là aussi, l'approche, elle va être différente. Donc, il va falloir que nous dosions le bon besoin et la capacité de charge. Est-ce que c'est de la recharge rapide? Est-ce que c'est de la recharge lente ou moyenne? Parce que vous n'allez pas stationner de la même manière. Si je prends l'exemple de mon syndicat de mobilité, vous faisiez allusion au parking relais. En général, quand vous venez sur un parking relais, vous posez votre voiture le matin, vous la reprenez le soir. Donc votre voiture, entre guillemets, elle dort longtemps sur le parking. Donc le besoin en recharge, ça ne va pas être de la recharge ultra rapide, ça va être de la recharge lente, ce qui a aussi un intérêt pour tout le monde. Le coût sera moindre pour recharger, la consommation sera moins forte et la batterie sera moins impactée que si vous êtes sur une recharge ultra rapide dont vous savez que c'est plus cher, que ça consomme plus et que ça use plus facilement la batterie. Inversement, vous allez être sur une autoroute, vous allez vous arrêter à une aire, vous n'avez pas envie d'attendre 7 ou 8 heures pour recharger votre véhicule. Là, évidemment, on aura besoin de recharge très forte. Donc, il va falloir adapter tout ça en fonction des besoins, en fonction des usages. Et c'est la réflexion que nous avons lorsque nous élaborons nos schémas directeurs des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les SDIRVE que vous connaissez certainement, que la loi nous a conférés et qui nous demande de poser tous ces enjeux dans nos réflexions. Donc il ne suffit pas de dire on va mettre des bornes. Il faut réfléchir à toute cette stratégie derrière et c'est une responsabilité collective parce que il va falloir faire comprendre à nos concitoyens qu'un véhicule électrique, ça s'apprend
et ça a une différente capacité d'utilisation. Quand vous roulez peu et que votre voiture elle stationne longtemps, vous n'avez aucun intérêt à avoir de la recharge rapide. Inversement, quand vous roulez beaucoup et que vous bougez plusieurs fois dans la même journée, vous allez avoir besoin d'une recharge rapide. Donc l'enjeu aussi, c'est d'expliquer que tout le monde ne rechargera pas son véhicule de la même manière. L'immense majorité de nos concitoyens, ils rechargeront leur véhicule chez eux le soir à la maison. Et ça sera largement suffisant. Par contre, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Et c'est évidemment tout cet équilibre que nous sommes en train d'identifier, de quantifier, et qui est aujourd'hui la difficulté, parce que comme ce n'est pas assez développé, on estime, mais on n'est pas encore totalement sûr. Puis il y a un deuxième enjeu dans les centres urbains. C'est que quand vous habitez une maison individuelle, c'est facile, vous avez votre prise à la maison, vous rechargez votre véhicule comme vous voulez. Quand vous habitez dans un immeuble, dans les périphéries ou dans les centres-villes, soit vous avez un immeuble très très ancien. Il y en a, ils n'ont même pas de parking parce que vous êtes dans un hypercentre historique. Donc là, vous allez être dépendant de l'espace public, la place en voirie ou le stationnement en ouvrage souterrain. Mais quand vous-même vous habitez dans un immeuble des années 70 dans les périphéries des grandes agglomérations, il n'y a pas forcément les gaines qui ont été prévues dans les communs. Vous allez pouvoir tirer les câbles électriques pour équiper chaque garage, chaque place de parking. Il va falloir équiper peut-être le parking collectif quand il est suffisant. Il va y avoir des enjeux de discussion dans la copropriété, il va y avoir des enjeux de coûts, même si bien sûr il y a des possibilités d'aide, etc. Donc vous allez avoir encore une nouvelle inégalité dans la capacité à accéder à la recharge. Et c'est là où nous devons identifier les possibilités par secteur, par quartier, en se disant dans tel quartier, il y a plus de pavillons individuels, donc il y a moins de besoins. Inversement, dans tel secteur, il y a telle catégorie d'immeubles, et là, il va y avoir une difficulté. Donc ça demande une grande articulation, une grande coordination, et je le dis très clairement, tout ne pourra pas reposer sur l'espace et sur la collectivité publique. Il y a vraiment une responsabilité importante des particuliers, mais aussi des bailleurs, qu'ils soient privés ou publics, notamment dans les zones urbaines. Et là, le paradoxe, pour une fois, c'est que le sujet sera certainement plus difficile dans les grandes villes que dans certaines zones rurales, parce que globalement dans les zones rurales vous habitez plus en maison. Et même le paradoxe aussi qu'on constate, et ça c'est une observation de terrain, c'est que j'ai toujours tendance à dire quand vous déplacez en France et que vous allez dans des petites communes rurales très isolées, vous avez souvent sur la place principale du village, vous avez déjà une borne de recharge pour véhicules électriques, souvent devant la mairie ou l'église en général. Mais quand vous allez, voilà, elle sert peu, mais elle y est. Et je vais vous expliquer pourquoi elle y est. Inversement, quand vous allez dans les grandes villes, vous vous dites, dis donc, il y a encore du travail et il y a pas mal de retard. C'est quand même un paradoxe. Pour une fois, les zones rurales peu denses sont plutôt mieux dotées, même s'il y a encore du chemin à faire, que les grandes villes. Parce qu'elles se sont organisées involontairement de fait sur cette question avant, parce qu'elles étaient souvent adhérentes des syndicats d'électricité ou d'énergie locale et qu'elles ont déployer ces dispositifs, alors que les grandes villes qui ont une compétence propre n'ont pas traité ce sujet en priorité. Vous l'avez flirté avec, c'était effectivement l'électrification des transports publics également, et en ruralité c'est aussi important puisque les personnes sont souvent éloignées. Il y a deux choses. La première chose, on parlait tout à l'heure de ce fossé entre la ruralité et le national. Vous venez de l'expliquer juste à l'instant, que vous avez effectivement déployé beaucoup d'énergie et vous êtes arrivé à une avancée sur effectivement le véhicule électrique et en tout cas sur les structures de recharge plus avancées que les villes. En revanche, donc, ce qui veut dire que vous avez un retour d'expérience avant tout le monde. Est-ce que, la question est-ce que le national vous écoute ? Ce que j'évoquais n'était pas spécialement propre à mon territoire. C'est une remarque d'ordre général à l'échelle du pays par rapport à l'organisation administrative. On constate qu'aujourd'hui, les syndicats d'électricité locaux, les syndicats d'énergie, ont engagé ce travail depuis un certain temps. Donc ils ont de l'avance, et cette avance géographiquement, elle se reflète plutôt dans ces territoires plus périphériques. Comme la loi a donné la compétence propre aux grandes agglomérations ou aux grandes villes, et ce n'était pas leur priorité jusqu'alors, elles étaient engagées sur d'autres sujets, elles s'y sont mises un petit peu plus tard. Donc le retard va être rattrapé, et elles ont des forces de frappe très importantes, puisqu'elles peuvent déléguer le déploiement à des concessionnaires privés qui vont aller vite une fois que le schéma directeur est voté. Mais jusqu'à présent, on observait globalement ce petit décalage. Ce n'est pas propre à mon territoire, ça se reflète aussi dans mon territoire, mais ça se remarquait à peu près partout. Ce rattrapage, il va avoir lieu, puisque maintenant les choses, elles s'accélèrent grandement, et les grands territoires urbains mettent évidemment des moyens pour déployer les bornes de recharge, et elles se déploieront à une vitesse beaucoup plus rapide, puisqu'elles sont souvent faites par des opérateurs. Pour autant, en tant que coprésident de
la commission de l'Association des maires de France, vous faites des recommandations à l'État en disant n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, aidez-nous, parce que ce n'est pas évident à faire. Donc nous, ce sont les maires, hein, les municipalités. Garantissez un financement continu, il ne faut pas qu'il y ait des à-coups. Et donc, vous dites que ça va aller très vite, et en même temps, vous dites n'allez pas trop vite. Alors c'est surtout la question du cadre réglementaire. On en revient souvent à ça dans notre pays, l'empilement des normes, des complexités qui font que, au bout d'un moment, les choses deviennent très compliquées. Je vais vous donner un exemple. Quand on doit déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques en ville, l'espace il est beaucoup plus contraint que dans des zones rurales ou éparses. On a un problème spatial en ville parce que maintenant on veut tout faire. On veut du stationnement, on veut des pistes cyclables, on veut quand même des voiries, on veut des trottoirs plus larges, on veut des espaces sécurisés pour stationner le vélo, etc. Il faut que les choses elles soient accessibles aux normes pour les personnes à mobilité réduite, pour les familles avec des poussettes, etc. etc. Sauf qu'il faut faire entrer tout ça dans un espace qui lui ne grossit pas. Donc on est de plus en plus contraint. Quand vous amenez par ailleurs la borne de recharge pour véhicules électriques, ça prend de la place. Souvent il faut supprimer une autre place de stationnement, il faut supprimer peut-être un bout de trottoir, mais en même temps on ne va pas retirer la piste cyclable et vous avez les enjeux d'accessibilité, puisque bien sûr les places qu'on crée, il faut qu'elles soient accessibles à tout le monde. Donc vous allez devoir consommer de l'espace et parfois il va peut-être falloir faire tomber un arbre pour tout rentrer. Alors là vous allez avoir d'autres problèmes, ça va être dramatique, vous allez avoir des mobilisations, etc. Donc en fait, il y a un vrai sujet spatial dans les centres urbains qui fait que c'est pas évident et c'est ça que parfois fait que ça prend un peu plus de temps et puis il y a des normes qui sont parfois un peu rigides. Personne ne remet en cause le fait qu'il faut que ces places elles soient accessibles, c'est une évidence, surtout lorsqu'on crée du neuf. Mais vous avez toutes les places existantes qui sont l'héritage du passé et vous ne pouvez pas du jour au lendemain demander à ce qu'elles soient toutes transformées à 100% accessibles. Eh bien, c'est pourtant ce qu'aujourd'hui le cadre prévoit et donc demander cela tout de suite, eh bien paradoxalement, c'est ralentir le déploiement, c'est prendre plus de temps parce que mettre aux normes une place ancienne, ça va coûter plus cher que d'en faire une nouvelle. Donc les fonds qui seront consacrés à ça fait que nous n'en déploierons pas plus rapidement, ça prendra plus de temps vous créez une situation presque de ralentissement ou de blocage là où il suffisait de laisser les choses se faire naturellement. Et ça, c'est parfois un mal français que de vouloir trop normer ou légiférer en pensant bien faire et qui paradoxalement nous ralentit plus que nous fait accélérer. L'Union européenne a été très moteur sur les décisions d'arrêter le véhicule thermique et sur l'électrification. Un nouveau mandat européen va avoir lieu dans l'année qui va venir. Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous en attendons un peu plus d'équilibre et de réalisme sur les différentes modes d'énergie. Et là, ça me permet de faire le lien avec les transports collectifs et les transports plus lourds. Quand nous prenons la réglementation européenne aujourd'hui, elle considère le véhicule du transport collectif, les transports en commun, exactement de la même manière que le véhicule individuel. C'est-à-dire qu'on nous demande très rapidement d'amorcer une transition vers le tout électrique. Or, aujourd'hui, sur les transports collectifs, ce qui n'est pas du tout la même chose que sur le véhicule particulier, l'approche ne peut pas être la même, en tout cas en l'état de la situation, l'approche elle doit être différente parce que c'est aujourd'hui un sujet qui n'est pas suffisamment mature et qui ne répond pas à l'ensemble des enjeux des besoins du secteur. Sur le transport collectif, aujourd'hui, il est évident qu'il faut rapidement sortir du diesel qui est loin d'être l'énergie la plus favorable. Pour autant, l'électrique ne répond pas à l'ensemble des besoins de ces secteurs-là, qui sont des besoins de secteurs qui parcourent beaucoup de kilomètres et qui ont un véritable sujet en matière d'autonomie. Aujourd'hui, la batterie électrique ne permet pas de voir les mêmes performances à date qu'un véhicule thermique jusqu'alors. Et donc, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un réseau de transport collectif. On vous dit demain, vous passez tout votre parc en bus électrique. Ça existe, il y en a sur le marché, il n'y a pas de sujet, même si on aimerait qu'il y ait un peu plus de filières nationales européennes, mais ça se développe, parce que si c'est pour n'acheter que des bus chinois, ça ne nous réjouit pas beaucoup quand même. Mais vous allez devoir acheter plus de bus en nombre. Beaucoup plus, parce que l'autonomie, elle ne sera pas la même. Donc déjà, vous allez avoir plus de véhicules pour faire la même chose qu'avant, donc ça a des coûts de fonctionnement. Et puis vous avez aujourd'hui un coût d'achat qui reste encore très supérieur. Et donc ça, on ne peut pas le balayer d'un revers de main en disant juste, il n'y a qu'à tout à passer à l'électrique très rapidement. Et donc nous demandons, quand je dis nous, ce sont les collectivités, mais c'est aussi relayé au niveau européen, en tout cas c'est la position de la France, même si malheureusement elle est peu audible aujourd'hui, qu'un certain nombre d'énergies qui ont du sens aujourd'hui sur le transport collectif
comme par exemple le gaz et le biogaz, qui sont aussi des filières locales, soient encore permises en transition, le temps que l'électrique, l'hydrogène, etc. montent en maturité. Et dire ça, c'est pas dire l'électrique c'est mal ou il en faut pas, c'est juste se donner la bonne échelle de temps et la transition nécessaire. Et ça, c'est un discours qui est très difficilement audible aujourd'hui au niveau européen parce qu'il y a des choix stratégiques de filières d'un certain nombre d'autres pays qui poussent leur avantage, l'Allemagne notamment et d'autres, et que, comme toujours, on passe un peu du tout au rien et qu'on n'est pas en capacité de suffisamment lisser les choses. Et c'est tout l'enjeu d'une transition, c'est d'organiser le changement. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous aimerions que les choses, elles bougent un petit peu plus. Et puis après, et j'en ai fini avec les transports collectifs, nous avons tout l'enjeu là aussi des normes françaises qui sont beaucoup plus strictes et rigides que d'autres pays d'Europe sur le même sujet. Quand aujourd'hui vous avez du bus électrique sur des réseaux urbains, vous êtes soumis à des normes de sécurité, d'isolation contre le risque incendie qui sont absolument draconiennes et qui demandent des investissements colossaux. Il faut isoler les véhicules, laisser des distances, faire des sprinklages que vous retrouvez aussi dans les parkings souterrains dans les zones urbaines. Ce sont des investissements considérables. Quand vous regardez la législation de nos collègues européens qui ont les mêmes besoins que nous, elle est plus souple. Parce que ça aussi, ça dissuade. C'est très cher, c'est des coûts de fonctionnement. Moi, aujourd'hui, si je passe la majorité de mon parc de véhicules, de bus sur le réseau de transport en commun de Grenoble en électrique, eh bien, je dois reconstruire la moitié du dépôt. Parce que je ne suis pas aux dernières normes, et ce sont des millions d'euros d'investissement que je ne suis pas en capacité de faire comme ça. Donc il ne suffit pas de dire il faut passer à l'électrique. Derrière, il y a tout un tas d'enjeux et d'accompagnement, et c'est là où il faut aussi que l'État, à la fois sur le cadre réglementaire et sur le cadre financier, permette cela. Et c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. Avec mon complice Luc Chausson, que certains connaissent ici, on parcourt la France depuis 6 ou 7 ans pour faire de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. L'enjeu étant que les collectivités prennent conscience du besoin en borne d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Les réflexions qui nous sont faites en retour sont généralement « ouais, j'ai quelques bornes, mais en fait, pour l'instant, je n'ai pas le besoin ». La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le marché va dépasser d'abord les prévisions, et ensuite va dépasser le parc tel qu'il se propose aux usagers. Nous étions en Norvège il y a de cela un peu plus d'1 mois et demi, et la Norvège était dans la même situation que la France il y a de cela 6 ans. Pour mémoire, aujourd'hui, nous avons 1 500 000 véhicules électriques sur le parc français. Aujourd'hui, dans ces pays du nord de l'Europe, certaines marques arrêtent carrément de commercialiser les véhicules thermiques, parce qu'on est à plus de 80% d'acquisition en électrique. Ça veut dire qu'on est sur une accélération qui est exponentielle, et à laquelle il va falloir faire face en termes d'accueil, notamment sur le parc public. Dans le même temps, on a une difficulté qui tient à une pédagogie nécessaire auprès des collectivités, notamment quant au coût de l'installation des IRVE. La plupart des collectivités pensent encore, j'étais à Dax hier avec le maire de Dax et président de l'agglomération dacquoise, qui lui-même pensait cela, combien ça va me coûter. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il existe une offre privée qui permet d'assister, d'accompagner la collectivité dans le déploiement de ces IRVE, avec un déploiement qui est conforme au parc, c'est-à-dire à la réalité technique du parc. Et j'en viens au point dur, qui est ce que vous évoquiez, à savoir la compétence qui est parfois déléguée aux syndicats départementaux d'électricité et qui est un leurre pour les collectivités. Il faut que vous fassiez vraiment œuvre de pédagogie auprès de ces mêmes collectivités pour leur dire attention, les syndicats départementaux peuvent faire de l'amorçage, ils ne peuvent pas être une réponse ultime aux besoins du marché. Deux points. Un, généralement, ils équipent les collectivités sur un dispositif minimal qui permet d'accueillir les premiers véhicules, mais pour demain, ils ne savent pas faire. Premier élément. Deuxième élément, certains répugnent à utiliser des cabinets spécialisés pour déterminer le besoin et se retrouvent avec des bornes dont on leur dit qu'elles sont des bornes rapides, mais qui ne correspondent pas aux besoins des véhicules actuels. Quand on leur dit on va vous mettre une borne rapide et qu'on leur cloque du 22 kW, clairement aujourd'hui c'est très insuffisant au mieux. Voilà. Voilà. À proximité, enfin pas très loin de chez vous, la métropole lyonnaise en a fait
une expérience triste et ça a été un échec cuisant parce qu'on leur avait vendu un nombre de bornes invraisemblable, sauf qu'ils avaient au mieux du 11 kg et au pire du 7 kg, ce qui ne correspond à plus aucun véhicule roulant actuellement. Donc ma question est plutôt une requête, c'est et pas seulement pour le constructeur que je représente, mais aussi pour l'ensemble du marché d'automobile. Dites bien aux collectivités que, elles ont la possibilité d'avoir des opérateurs privés qui vont les assister. Ça leur coûtera zéro, et je vais même vous dire mieux, c'est que ça va leur rapporter, parce que l'occupation du domaine public répond à une taxe qui va leur permettre justement d'ajuster leurs finances, parce qu'on sait bien qu'elles sont à l'os. On n'est pas non plus, voilà. La deuxième chose, qu'elles soient beaucoup plus volontaires et qu'elles n'hésitent pas à anticiper le marché de demain qui va très très vite les rattraper. Merci. Vous faites référence à raison au cadre réglementaire, effectivement, à la diversité des possibilités et au fait qu'il y a un besoin de simplification, d'harmonisation. C'est aussi tout l'enjeu après de l'interopérabilité des bornes, des systèmes, etc. Ça va avec ce que vous dites et sur lequel, là aussi, on a quand même besoin de faire un gros travail parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « mais moi, j'ai un abonnement, j'ai une carte pour tel système de borne, mais ça ne marche pas avec tel autre, c'est quand même incroyable, on ne peut pas faire plus simple, etc. » Et plus les bornes vont se développer, plus ce sujet prendra de l'importance. Donc ça va progresser, ça va se faire, on est d'accord. Mais c'est toute la difficulté en fait dans ce que vous évoquez, je partage votre analyse, hein, c'est la photographie à l'instant T, et puis c'est la réalité de situation dans peu de temps, dans quelques années, mais c'est demain, et si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on sera évidemment trop en décalage. Si je raisonne juste sur le besoin du moment, on n'a pas grand-chose à faire. Mais on sait que dans les quelques années qui viennent, ça va exploser. Et c'est tout ça qu'on essaye de mesurer dans le développement de nos schémas directeurs pour avoir la bonne réponse, enfin en tout cas la meilleure réponse possible au moment. Il faudra certainement l'ajuster et l'ajuster régulièrement. Mais effectivement, il ne faut pas se tromper maintenant sur le premier calibrage. Et puis, il ne faut pas créer cette différence entre effectivement les territoires qui sont dans les grandes zones urbaines denses et puis ces territoires sous aujourd'hui essentiellement la responsabilité des syndicats locaux. Et ça, c'est aussi un enjeu important dans les grands territoires urbains. On a bien à l'esprit que c'est les opérateurs privés qui vont déployer ça parce qu'ils sauront le faire de manière plus rapide et plus efficace que sinon on devait le faire et surtout pas au même coût. Aujourd'hui, je pense que peu de grands territoires ont le luxe de se dire je vais payer toutes les bornes moi-même à 100%, je vais toutes les gérer, je vais tout faire tout seul. Je pense que là-dessus, les choses sont assez claires. Voilà. Après, la question, c'est quel mode de gestion, quelle forme de délégation, etc. Mais sur le fait de dire que c'est un sujet que nous allons devoir confier au privé, dans les grands territoires, en tout cas, c'est plutôt admis. Maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir un développement sur l'ensemble de notre pays et de trouver le bon équilibre, notamment dans les zones que vous évoquez. Et ça, effectivement, il y a de la pédagogie, il y a de la sensibilisation à faire. Aussi, chez les usagers, c'est les utilisateurs potentiels qui n'ont pas encore forcément tous pris conscience de ces enjeux de demain. Et on va avoir besoin, une fois de plus, de l'accompagnement d'un cadre réglementaire ou législatif qui soit beaucoup plus clair en la matière. Et là, il y a une action à faire vis-à-vis notamment du Parlement et du gouvernement. Je peux juste, pour les communes, il faut que les bornes de recharge soient reliées au réseau électrique. Et donc, il y a un enjeu, en tous les cas, dans un certain nombre de routes, et le temps que ça arrive. Et je suppose que dans une ville, il faut faire des travaux, il faut ouvrir, et il faut amener les fils. Et combien de temps ça prend, ça, à peu près, chez vous? Oui, je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Il y a des professionnels dans la salle. Voilà, en 17 mois en moyenne, quand il n'y a pas de pénurie sur les composants, sur la livraison de la borne, etc. Mais ça prend déjà des mois. On sait plus le faire en ville parce qu'on fait souvent des travaux d'aménagement de voirie et donc il y a quand même forcément des enjeux de réseau voilà, sur ces questions-là. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc j'étais très intéressé par votre approche un peu systémique. On voit que si le problème était simple, ça serait rapidement réglé, mais qu'il faut le voir dans une vision un peu systémique. J'avais deux questions, deux sollicitations. La première, c'est sur l'intermodalité. Il se trouve que dans les régions que je connais un petit peu, notamment en région Grand Est, on a une réflexion avec la SNCF sur l'intermodalité des gares. C'est-à-dire que c'est un hub de mobilité décarboné. On arrive en train, en TER, et on prend un autre mode de transport, qu'il soit collectif ou autre. Donc, quelle est la réflexion qui est menée au niveau grenoblois là-dessus? Et la deuxième piste, peut-être, c'est sur la question des parkings relais que vous avez évoqué tout à l'heure.
Alors vous aviez cette réflexion qui consiste à dire en parking relais, on met sa voiture le matin, on la récupère le soir et on met une recharge lente. Le problème est-il aussi simple? En tout cas, nous, côté EDF, on travaille avec une de nos filiales sur ce qu'on appelle le véhicule to grid, c'est-à-dire le rôle du véhicule électrique dans le réseau électrique. Ça a été dit par Brice Lalonde à l'instant. Et donc, en fait, le véhicule électrique qui est là, dormant, il peut être très utile pour le réseau demain, quand on a des millions de véhicules ici ou là. Et plutôt que ça soit dormant, avec des pistes, des bornes de recharge qui soient un petit peu monodirectionnelles et inintelligentes. Effectivement, il y a sans doute une réflexion à avoir là-dessus pour utiliser ces batteries comme des lieux de stockage pour le réseau électrique qui peut en avoir besoin. Et deuxième aspect, d'ailleurs, par rapport au parking relais, c'est d'utiliser, à l'heure où on parle du ZAN, du zéro artificialisation net des sols, comme étant des moyens de production d'énergie électrique, notamment en les couvrant de panneaux solaires, en faisant des ombrières solaires. Voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Merci. Donc là, les ombrières, on en a déjà beaucoup. En tout cas, nous, de notre territoire, c'est une stratégie que nous avons depuis quelques années. Donc la majorité sont couverts en ombrières. Et j'ai cru comprendre que le cadre réglementaire avait évolué et maintenant le demander par rapport à un nombre de places minimales. Vous êtes obligé maintenant de couvrir en ombrière, ce qui a plein d'avantages. Il y a évidemment la question de la capacité à produire de l'énergie, de l'électricité, mais ça fait aussi de l'ombre, donc ça chauffe moins, etc., etc. Donc ça, c'est une stratégie sur laquelle, en tout cas, nous, dans notre territoire, nous sommes déjà très engagés. Je pense que ça va se développer un peu partout. Et après, sur les usages que vous évoquez, je trouve la réflexion pertinente, mais je pense que ça viendra plus de vous qui viendrez nous faire ces propositions-là, nous apporter effectivement ces réflexions auxquelles je ne suis pas du tout fermé. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là d'initiative. Si vous voulez, notre enjeu, c'est déjà d'arriver à aménager l'ensemble des offres de mobilité les plus pertinentes pour nos usagers, à faire en sorte qu'ils trouvent déjà le moment venu assez de recharge électrique pour faire face à leurs besoins. Et après, effectivement, il y aura cette question, mais ça peut se faire de manière accompagnée. Mais on aura besoin d'acteurs comme vous pour venir nous inciter à réfléchir à ça, parce qu'on ne pourra pas tout faire tout seul en même temps. Et ce que vous appelez les hubs, c'est ce que nous, on appelle les pôles d'échange multimodaux, effectivement, en rabattement autour des gares. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos initial. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous travaillons, d'aller trouver l'ensemble des services de mobilité à disposition autour des gares ferroviaires, qui sont des nœuds de concentration de déplacement très intéressants et très importants. Et donc ça, effectivement, c'est des logiques qu'il va nous falloir encore plus développer, parce que tous les grands territoires urbains auront dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, malheureusement, des RER métropolitains qui vont monter en puissance et qui sont construits sur ces stratégies-là. Et nous, c'est ce que nous faisons déjà dans notre territoire en développant tous ces aménagements autour des pôles gares. Donc après, il y a des enjeux d'urbanisme aussi, de densification de ces secteurs. Et vous faisiez allusion, et j'en finis là, au ZAN, au zéro artificialisation nette, qui va être pour nous un sujet de difficulté important, parce que tous les aménagements qu'on va devoir faire, c'est potentiellement consommateur de foncier. Il y a la question des parkings relais, même si en ville, on va essayer de monter en hauteur, mais à l'origine, il faut quand même bien un terrain, même pour monter. C'est aussi des questions sur des pistes cyclables, des choses comme ça. Tout ça, c'est de la consommation de foncier. Et on va être confronté à toutes ces difficultés-là. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de questions, mais on n'a pas beaucoup de réponses sur ce sujet-là. On voit bien l'objectif, la trajectoire, comme on dit, à horizon 2050. Quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, on dit à tout le monde, oui, il y a une trajectoire à 2050. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment on organise les choses? Et là, il va vraiment falloir qu'on rentre dans le dur sur ça dans les années qui viennent, si justement on va arriver à atteindre ces objectifs. Voilà un secret qui nous est révélé là, les trajectoires 2050. En fait, les obligations réglementaires, est-ce qu'il y a des obligations réglementaires pour une ville, une petite ville, une ville de taille intermédiaire, une grande ville, pour installer des bornes sur son espace? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Et sinon, est-ce qu'il y en aura demain? Vous êtes dans les grands centres urbains soumis à zone à faible émission, vous avez l'obligation de déployer un schéma directeur pour bornes de recharge pour véhicules électriques, donc de fait, ça vous oblige à faire. Vous êtes dans une zone rurale isolée, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rythme et un nombre de déploiements minimal. Et c'est là où effectivement il peut y avoir un système à 2 vitesses. Donc effectivement, c'est un sujet qui va se poser. Ma question elle est simple, c'est que quelle est votre vision finalement sur la coordination entre les acteurs publics qui planifient effectivement des choses sur le territoire et puis les acteurs privés. Voilà. Et puis quelle peut être la bonne place d'un acteur qui a un effet réseau comme le nôtre. Quand j'évoquais les différents besoins que nous identifions aujourd'hui entre les secteurs commerciaux, privés, publics, etc., si chacun travaille dans son coin, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où les schémas directeurs dont nous avons la responsabilité ont tout leur sens, c'est d'effectuer ce diagnostic, ce dialogue avec l'ensemble des acteurs pour identifier les bons besoins. Quand nous savons qu'à proximité d'une zone commerciale, sur une zone commerciale, vous allez avoir un certain nombre de bornes qui vont être déployées par un opérateur privé, qui seront essentiellement de la borne très rapide
eh ben, nous savons que ça va être à disposition des gens de ce secteur-là. Inversement, dans une zone, comme je le disais, d'habitat, d'immeubles collectifs où il y aura peu de possibilités, nous savons qu'il va y avoir un besoin plus important que dans le secteur que j'évoquais avant. Et donc, en fait, l'enjeu du schéma directeur, c'est pas que les collectivités fassent leur plan dans leur coin, c'est qu'elles fassent cette coordination et ce diagnostic à l'échelle de leur territoire. Et ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de dialogue avec l'ensemble des acteurs, et je rajouterais même les infrastructures routières de grande circulation, c'est-à-dire qu'il va falloir identifier, et nous le faisons, hein, sur les aires d'autoroute du secteur qui vont être celles qui vont permettre la recharge rapide de l'itinérance, qu'elle soit particulière, professionnelle, et qu'il faut intégrer à la réflexion. Donc en fait, c'est vraiment une coordination d'ensemble. Donc c'est pour ça que quand il y a un schéma directeur, quand il y a un pilote, c'est très bien, c'est très utile, et ça va être tout l'enjeu de trouver cet équilibre à l'échelle du pays, encore une fois, et de ne pas créer un fossé entre les grandes zones urbaines qui, certes, aujourd'hui peuvent facialement avoir un petit peu de retard en nombre de déploiements par rapport au nombre d'habitants, mais qui ont enclenché une dynamique et qui, à mon sens, ont les outils pour permettre d'y arriver, et avec quelque chose qui va vraiment s'accélérer dans les mois et dans les années qui viennent. Là où, effectivement, il faut qu'on arrive à avoir la bonne réponse, c'est dans les autres territoires qu'on évoquait pour ne pas créer ce décalage. Une réflexion qu'il faudrait porter à la connaissance des maires, s'ils n'ont pas cette information, c'est que depuis le mois de juin, il y a un préfinancement possible pour les parkings résidentiels collectifs pour faire un préfinancement, pour préfinancer l'infrastructure de recharge. Donc ça permet effectivement d'installer des bornes de recharge préfinancées par Enedis, et donc sans débourser pour la copropriété, et ainsi favoriser l'implantation des bornes de recharge individuellement sur sa place de parking. Voilà, c'était juste une réflexion pour apporter au débat. Merci. Il y a une préoccupation qui ressort souvent s'agissant des bornes de recharge, c'est le fait qu'elles sont souvent en panne, hein. Et d'ailleurs, l'utilisateur que je suis peut quand même le confirmer. Alors, quand on est le long d'une voie rapide, on va pester contre Total Energy ou Engie, etc., qui n'entretiennent pas convenablement leurs bornes. Mais quand on est dans les villes, hein, là, on dit qu'est-ce que la mairie fait ? Alors, donc, est-ce que vous pensez que c'est toujours une préoccupation ? Est-ce que vous avez des indicateurs qui permettent de penser que la situation s'améliore ? Et puis, qu'est-ce que vous faites pour essayer de faire respecter un minimum de qualité de service ? Alors ça, c'est une vraie question d'usager, et vous en êtes un. Mais souvent, le problème, c'est que vous savez comment c'est qu'on a souvent confié le déploiement ou la gestion des bornes à un opérateur, à une tierce personne. Donc effectivement, après, c'est la qualité du dialogue avec les opérateurs et cette capacité à avoir des équipements qui soient le moins en panne possible. Donc j'ai pas de réponse absolue à vous donner en disant est-ce que ça marche bien, ça marche pas bien et où est-ce qu'on en est. C'est vraiment là, après, le travail qui est fait avec l'opérateur à qui est confiée la gestion de la borne. Parce que quand même, dans l'immense majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Il va y avoir encore une fois quasiment pas de collectivités qui vont se permettre de gérer la borne directement et d'en avoir vraiment seule la responsabilité. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on entend régulièrement des usagers en disant il y a encore des problèmes de panne, il y a des problèmes d'interopérabilité des systèmes. Et si on veut crédibiliser le véhicule électrique et donner confiance à nos usagers, c'est évidemment sur ces deux angles-là, même si parfois c'est de l'imaginaire en disant je vais pas arriver à me recharger, j'ai peur de ne pas retrouver une borne, même s'il y en a, les gens ont quand même la crainte. C'est avec ces leviers-là, à mon sens, qu'on va arriver à faire développer beaucoup plus rapidement le véhicule électrique, en tout cas le faire rentrer dans les consciences collectives, parce que ça effraie encore une partie de notre population, pensant ne pas avoir l'autonomie suffisante ou le fonctionnement optimal. Je voudrais revenir sur un point important pour les centres urbains, et plutôt les centres urbains anciens, où les gens, en fin de compte, garent leur voiture dans la rue. Et là, je me suis aperçu, en voyageant beaucoup à travers l'Europe, qu'il y avait des solutions que nous n'employons pas en France. En particulier, de poser des bornes, des prises de recharge sur les lampadaires. Alors, c'est à 3 avantages. Premier avantage, c'est que ça ne prend pas de place sur la voirie. Et comme vous avez cité tout à l'heure, avec juste raison, mettre des bornes, je dirais, sur les voiries, ça pose beaucoup de problèmes au niveau géographique. La deuxième chose, c'est que c'est complètement sous contrôle de la municipalité, puisque l'éclairage public est sous contrôle de la municipalité. Et la troisième chose, c'est que ça ne pose pas de problème de puissance pour de la recharge lente, puisqu'aujourd'hui, pratiquement tous les éclairages sont passés en LED et ont baissé pratiquement leur consommation d'électricité sur l'éclairage public d'environ 60%, voire dire 70%. Donc ça veut dire que ceci, en plus, a l'avantage d'être beaucoup moins cher et d'être rapide à mettre en œuvre. C'est complémentaire naturellement de tout ce que vous avez dit sur les bornes de recharge rapide, parce que ça c'est autre chose. Mais en ville, pour du stationnement, je dirais, de longue durée, c'est de la recharge lente qu'on a besoin.
Et je trouve, moi, par exemple, quand je vais à Londres ou ailleurs, il y a des bornes, je dirais, qui sont sur les lampadaires, et je n'en ai jamais vu une en France. Ça existe, mais pas beaucoup, alors. Effectivement, sur le stationnement long de nuit, c'est ce type de choses qu'il nous faudra certainement développer. Alors je sais que ça commence un peu, mais c'est un peu expérimental, un peu test. J'en ai entendu parler, je crois, dans certaines régions. Mais je crois que oui, ça peut être une réponse. Ce ne sera pas la seule, mais ça peut être une réponse intéressante dans les cas notamment où il y a le plus de contraintes, comme vous l'évoquiez. Ça, c'est un sujet qu'il faut évidemment qu'il se développe aussi par les offres des fabricants, des opérateurs, et qu'évidemment les collectivités suivent sur ce plan-là. Vous scannez un QR code avec votre téléphone, on vous demande naturellement votre condition de paiement, si vous n'êtes pas abonné, et à ce moment-là, vous pouvez le faire. Et je l'ai fait moi, dans des pays étrangers avec, je dirais, aucune référence locale. Il n'y a pas besoin de carte, il n'y a rien besoin de tout ça. Donc, si vous voulez, c'est en termes de structure et en termes de mise en œuvre beaucoup plus rapide. Naturellement, peut-être qu'à 20 ans, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, en ce qui concerne le court terme, pour pouvoir équiper le centre-ville, où là, effectivement, le problème de la recharge lente est importante, puisque pratiquement tous les immeubles qui sont là n'ont pas de parking ou ne sont pas équipés. Deux réflexions et puis une question pour monsieur le maire. Déjà sur le rôle des syndicats d'énergie. À un moment donné, juste pour rappel, hein, le CGCT, il prévoit bien que la compétence IRV par les collectivités, elle n'est là que s'il y a carence de l'initiative privée. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, effectivement, en rural, ça s'est bien développé par les syndicats d'énergie, mais ça date d'il y a 6-7 ans. Et il y a 6-7 ans, on ne trouvait personne pour le faire. Alors aujourd'hui, c'est fait. Effectivement, il faut certainement progresser. Ça pose une question malgré tout, c'est que pour équilibrer ce service en rural, il va falloir garder des bornes dans les zones un peu plus urbaines qui sont les plus rentables, mais qui aujourd'hui, on voit, les opérateurs privés arrivent en masse, et c'est certainement très bien, mais ne permettent pas d'équilibrer le service dans la ruralité. Donc là, c'est une réflexion pour dire qu'à un moment donné, il va falloir trouver des systèmes de péréquation, sinon on va retourner dans des zones blanches où, dans le rural, on aura un prix de la recharge qui n'aura rien à voir avec celle du privé. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième, elle est sur le réseau EP, je partage. Il y a éclairage public, excusez-moi. Il y a certainement beaucoup d'attentes de ce côté-là. Alors c'est assez vertueux pour deux choses. Ça permettra en plus de rénover les réseaux d'éclairage public. Parce que c'est quand même pas si simple que d'aller implanter une borne de recharge sur un réseau qui, a aujourd'hui, dans la plupart des cas, ne fonctionne pas en journée, ne délivre pas d'électricité. Donc ça va être à revoir, donc c'est plutôt vertueux. Et troisième point, c'est une question pour monsieur le maire. C'est dans les SDIRV, ça on le vit également avec les adhérents, c'est est-ce qu'il y a une sanction lorsqu'un opérateur qui n'a pas participé autour de table, qui n'est pas inscrit dans le SDIRV, décide tout d'un coup de développer un réseau sur un territoire où pourtant il y a un SDIRV et où les bornes n'ont pas été prévues. Est-ce qu'il y a une sanction ou alors est-ce qu'on est obligé de subir ces nouvelles arrivées qui viennent complètement perturber les SDIRV? Ce problème se pose évidemment dans les zones rurales, et il y a la question du déficit que vous évoquez, mais il se pose aussi en zone urbaine. C'est-à-dire que si vous laissez faire un opérateur privé et que vous n'avez justement pas le SDIRV qui vient cadrer tout ça, il n'est pas fou l'opérateur privé, il va regarder les secteurs, les quartiers les plus rentables et puis il va en développer plusieurs, et puis il y a des parties du territoire, il va dire non mais là il n'y a rien, moi j'y vais pas. Et c'est là où il faut qu'avec le SDIRV on vienne cadrer tout ça pour assurer un équilibre à l'échelle de l'ensemble du secteur et pour que tout le monde puisse avoir un besoin en face... une réponse en face du besoin. Et de fait, ça se pose aussi sur la partie rurale. Après, vous dites, est-ce que les SDIRV prévoient un certain nombre de sanctions? Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui sur cette question-là parce que je n'ai pas la vision à l'échelle du pays de cela. Par contre, ce que je crois, c'est que, en tout cas sur les espaces publics, les opérateurs ne pourront pas débarquer comme ça sans demander une autorisation préalable parce qu'évidemment, ça n'implante pas sans autorisation. Donc, est-ce que votre question, ça porter aussi sur le secteur privé, parce que si c'est sur le secteur public, ils ne pourront pas débouler comme ça sans accord d'autorisation. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, même s'il y a un SDIRV, et même si la commune, à un moment donné, a transféré sa compétence IRVE à, par exemple, un syndicat d'énergie, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas le droit de céder un bout de son domaine public à un opérateur privé. Ce qui veut dire que même la commune peut perturber, entre guillemets, le SDIRV qui a été établi par un syndicat d'énergie. Il y en a une centaine actuellement qui sont en cours. Donc, c'était un petit peu à dessein que je posais la question. Il semblerait qu'aujourd'hui, il n'y ait rien on ne puisse pas bloquer un SDIRV pour dire, voilà, là, on a une vision très claire sur les 7-8 ans à venir, mais si quelqu'un arrive, un opérateur, y compris avec un appui de la commune,
on puisse au final ne faire que l'accepter. Est-ce que c'est arrivé déjà ça? Oui, tout à fait, on a pu le constater. Oui, mais alors là, en vous écoutant, c'est encore plus grave parce que d'une certaine manière, c'est de la responsabilité de la commune qui accepte de venir introduire un opérateur supplémentaire dans sa propre logique. Donc là, à la limite, c'est pas tant une question de contrainte que de responsabilité des collectivités. Alors, je n'étais pas au fait de ces situations-là, c'est la première fois que Contrôle a j'entends parler. posteriori du préfet. Voilà. Je voulais revenir sur une dimension, à mon sens, assez essentielle de toujours le même problème qui est les bornes de recharge et qui a été très légèrement évoqué tout à l'heure avec ce qu'on appelle le V2G. Et la personne qui l'a évoqué a bien mentionné que ça crée une synergie avec le réseau électrique et qu'elle donc était intéressée à encourager ça pour cet effet positif sur le réseau électrique. Mais en fait, elle n'a pas dit l'importance de cette synergie. Et c'est ça mon point aujourd'hui, c'est que cette importance est colossale. Et il faut se projeter dans le futur, quand il y aura des milliers de bornes de recharge développées par les collectivités. Et on peut imaginer que cette synergie ne soit pas laissée uniquement à RTE et Enedis sous prétexte que c'est eux qui chargent, qui connectent, mais qu'elle puisse être au contraire répartie sur toute la chaîne, puisque à l'origine, c'est bien la voiture qui connecte, qui crée la synergie. Et donc, il devrait y avoir une répartition sur toute la chaîne, et en particulier en amont, ce qui permettrait plusieurs choses. La première, c'est de faciliter les bornes de recharge elles-mêmes, ou l'implantation des bornes de recharge, puisqu'il y aurait une marge en amont. La deuxième chose, ça pourrait bénéficier aux constructeurs de voitures pour développer encore plus vite des voitures électriques, mais surtout, ça pourrait bénéficier aux conducteurs qui pourraient avoir accès à de l'électricité à un prix nettement plus avantageux compte tenu de cette marge dont ils pourraient bénéficier et pas uniquement à l'opérateur Enedis. Pour que vous mesuriez bien d'où je viens sur cette question, en novembre 2015, dans le cadre de la préparation de la COP21, j'étais allé à l'Élysée présenter cette idée prospective à l'époque pour dire, là, il y a un argument pour développer encore plus vite la mobilité électrique et on pourrait imaginer, compte tenu de l'importance de cette marge, que l'électricité soit gratuite pour la mobilité électrique. Alors, à mon avis, c'est toujours vrai dans certains cas, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on a une marge de manœuvre qui est colossale, et RTE, dans ses prévisions à long terme, prévoit aujourd'hui 1,5 milliard par an de marge supplémentaire liée à ce phénomène, qu'on appelle le V2G, qui ne marche pas évidemment pour les bornes ultra rapides d'autoroute, mais qui marche très bien par contre pour tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les bornes lentes, les parkings, etc. Et le point qui va se présenter aujourd'hui dans le cadre des schémas directeurs, c'est d'intégrer cette notion pour pouvoir récupérer une partie de cette marge et en faire bénéficier tout le monde, y compris le conducteur. À une époque, maintenant, et je termine, où le gouvernement cherche des astuces pour améliorer le niveau de vie, et bien là, il y a un gisement colossal pour baisser le prix de l'électricité sur la mobilité électrique. C'est extrêmement intéressant et je comprends bien la stratégie, parce que c'est ça en fait, c'est quelle est notre stratégie sur ces questions-là, mais qui sous-entend derrière une organisation de filière avec les industriels, avec les opérateurs, les énergéticiens, etc. Donc vous avez raison, sur le fond je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites, mais c'est là où on voit les limites de l'organisation, c'est qu'on ne peut pas demander à chaque territoire tout seul de s'organiser sur ce sujet-là. Là, c'est vraiment un enjeu stratégique de filière, de coordination, et c'est là où j'attends, moi personnellement, que le cadre national prenne ces initiatives-là. On ne peut pas dire, tiens, il faudrait faire comme ça dans tel territoire, ce que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure. En fait, il faut qu'il y ait une vision commune et que la filière soit structurée pour qu'on arrive à ça quand on a besoin de faire des aménagements, des investissements, etc. Et c'est là qu'au lieu de nous rajouter des normes aux normes, on attend, me semble-t-il, que le cadre national permette cela. Ça, c'est une initiative qui, pour moi, doit être impulsée par l'État et puis par les acteurs de la filière qui sont évidemment en première ligne sur ces sujets-là. Mais on ne peut pas demander à chaque territoire d'avoir une organisation locale qui irait tout de suite dans le bon sens et avec une coordination que personne, malheureusement, ne fait vraiment aujourd'hui. Mais sur le fond de ce que vous dites, je ne peux être qu'en accord. Il y a peut-être une discussion
ultérieure, puisque c'est une forme de stockage d'électricité. Donc, s'il y a des millions de véhicules, il y a beaucoup de stockage, et ça va être le complément des énergies renouvelables intermittentes. Mais il peut même y avoir des endroits où vous avez de l'autoconsommation collective, et peut-être que là, la voiture fera partie de ce schéma. Donc, vous savez, on verra tout ça. C'est là que c'est sur les limites de la planification, on verra ce qui se passe. Vous savez, moi je cite souvent l'exemple de l'Australie, où on demande aux gens d'utiliser leur séchage à linge en plein été, parce que l'électricité solaire donne tellement d'électricité qu'on ne sait pas quoi en faire, et donc que c'est mieux que de mettre son linge au soleil. Donc vous voyez, on ne sait pas encore comment ça va devenir, quoi, hein. Alors, je vais vous poser d'abord une première question qui est beaucoup plus politique. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, ce que vous nous avez dit, ça montre bien à quel point les lois nationales ou européennes sont ce que j'appellerais bâclées, puisque l'effort considérable que vous êtes amené après à résoudre des problèmes en local vous amène à sortir les rames, on va dire, pour compenser ce que des législations que je qualifierais de maximalistes ont fait. Pourquoi on ne s'est pas contenté de réduire de 80% plutôt que de 100%? Le principe des ZFE, c'est très bien dans l'esprit, mais pourquoi 100%? Vous avez parlé de vos guichets. Vous pourriez par exemple parfaitement donner aux gens des zones rurales, dire tu as un besoin de venir avec ta vieille guimbarde, tu as besoin de venir 1 ou 2 fois par mois dans le centre-ville. Il faudrait quand même assurer le commerce du centre-ville. Je pense que c'est une vraie préoccupation. Eh bien, s'il a besoin de venir 1 ou 2, on lui donne 1 ou 2 tickets et il a le droit de venir 1 ou 2 fois par mois. Et on n'a pas besoin de changer la putain de bagnole qui va coûter encore une fortune. Donc ça, c'est la première observation. Donc merci de sortir les rames, mais quand même, je pense qu'on pourrait peut-être allonger. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui êtes aussi un homme politique, que c'est bien ça qui est en train de couper les Français citoyens et usagers de la politique et de l'appétence ou de l'intérêt pour la politique? Deuxième question très rapide. Les ZFE telles qu'elles sont en France, est-ce qu'elles vont être homogènes? Moi, je peux vous dire, je circule aussi en Europe, et vous êtes près de la frontière italienne. ZFE à Turin, ce n'est pas du tout la même ZFE qu'à Grenoble. Et donc, quand vous êtes un touriste, vous commencez à prendre les sites web. Je reviens de Hollande et de Belgique. J'ai dû me faire l'office du tourisme, les hôtels, pour savoir si j'avais le droit de circuler ou pas. Je ne peux pas vous donner tort, oui, sur le système des ZFE, il n'y a aucune harmonisation européenne aujourd'hui. D'ailleurs, en Italie, c'est plus des zones à trafic limité que des zones à faible émission, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est juste la préservation des centres historiques qui sont interdits aux voitures, mais ce n'est pas une logique que nous avons, nous, sur des critères d'émission, d'âge de véhicule, etc., etc. Donc, effectivement, c'est déjà pas simple. Oui, on a le problème au niveau national. Non, les ZFE ne sont pas harmonisés, puisqu'on a un cadre réglementaire général identique, puisqu'évidemment, il n'y a qu'une seule loi, mais après, chaque territoire a la capacité à définir les modalités, les paramètres, etc. Et donc, d'un territoire à l'autre, les paramètres ne seront pas les mêmes. Vous aurez des ZFE qui seront permanentes, 24 heures sur 24, il y en a qui seront à horaire limité. Vous avez des capacités d'exonération de certaines catégories de véhicules, de certaines situations particulières, et évidemment, chacun va définir ses règles. Et ce qui fait qu'à la fin, quand vous allez passer de Lyon à Saint-Étienne, à Grenoble, à Marseille, à Toulouse, vous n'aurez pas exactement les mêmes règles. Et c'est d'ailleurs une des difficultés que nous avons posées au gouvernement, comme vous n'avez pas forcément les mêmes règles pour les particuliers et les professionnels en fonction des territoires. Voilà. Donc, c'est pas simple tout ça. C'est pour ça que quand on nous dit il n'y a qu'à, faut le faire tout de suite, il n'y a qu'à mettre des contrôles immédiatement et tout va changer, dans la réalité, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre du mieux au cas que vous évoquiez? Par exemple, effectivement, les gens qui habitent des territoires éloignés et qui n'ont pas besoin de venir tous les jours parce que c'est une fois par mois pour un rendez-vous médical, parce que vous êtes à la retraite ou je ne sais, par exemple, eh bien, nous, on a inventé des systèmes où vous avez des droits de passage annuels limités. Voilà, vous inscrivez la veille ou même une heure avant, et puis vous avez le droit de passer parce que vous avez une justificative qui montre que vous avez un rendez-vous à l'hôpital ou chez votre médecin qui n'a pas lieu de manière récurrente. Voilà. Donc on trouve des systèmes, mais c'est bien pour les gens, mais la contrepartie de ça, c'est que d'un territoire à l'autre, les systèmes ne vont pas être les mêmes. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, je ne vais pas vous dire que les lois sont toutes mal faites, ce serait excessif. On a besoin de lois, on a besoin de cadres, évidemment. Moi, ce pourquoi je plaide, et c'est l'expérience que j'ai depuis quelques années, c'est la complexité administrative et réglementaire. Ce n'est pas qu'il faut plus de lois, on aura toujours besoin de lois. La question, c'est
comment on les construit. Et on le sait bien, une fabrique de la loi qui est de plus en plus éloignée des réalités, c'est un fait. On sait où les lois sont produites. Elles sont produites dans les hautes administrations. Je ne dis pas qu'il n'en a pas besoin de hauts fonctionnaires. Ils sont nécessaires. Et il y en a d'ailleurs peut-être qui sont issus dans la salle. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment on organise la fabrique de la loi. Et il y a aujourd'hui encore un trop grand décalage entre les réalités des différents secteurs, quels qu'ils soient, de terrain, comme on dit souvent, et le moment où la décision elle est prise de manière parfois un peu trop globale ou parfois un peu trop abstraite. C'est ça notre sujet, qu'il soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne d'ailleurs. Et on voit bien que l'intérêt de l'échelon européen, c'est la coordination entre les pays, et c'est l'exemple que vous évoquiez évidemment. Donc ce sont en soi des bons mécanismes, mais il faut mieux les utiliser. Et moi, je vous donnais l'exemple de l'enchevêtrement des normes qui viennent complexifier les situations qu'à l'origine on vous a présentées pour être simplifiées, parce que c'est malheureusement souvent comme ça qu'on le présente dans notre pays. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Les infrastructures de mobilité. On nous dit, à raison, on a besoin de plus d'infrastructures collectives pour que demain, on puisse se déplacer de manière plus vertueuse, en étant moins dépendant de la voiture individuelle. Donc il nous faut plus de bus, de trams, de métro, etc., de transport par câble, de tout ce que vous voulez. Mais vous voulez sortir un tel projet aujourd'hui dans ce pays, mais c'est un parcours du combattant. Il vous faut en moyenne 10 ans pour sortir une ligne de tram, une ligne de métro, une ligne de transport par câble. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas d'étapes à passer qui sont infernales. Il faut faire des études préalables. Ensuite, il faut attendre des avis d'autorités semi-indépendantes, toutes dépendantes de l'État, qui aucune se parle entre elles, et vous sort un rapport en vous disant « Ah, mais là, vous avez mis telle chose, mais il faut me prouver que c'est la bonne chose », et puis faire une contre-étude. Et puis après, vous allez rajouter l'impact de ceci, l'impact de cela. Après, vous partez aux enquêtes publiques. Après, vous avez les procédures de marché, etc. Et entre le moment où vous en parlez et le moment où vous mettez en service les choses, il faut au moins 10 ans. Et en face de vous, vous avez des usagers qui vous disent « Mais enfin, vous nous dites de lâcher notre voiture, mais qu'est-ce que vous nous apportez en réponse ?» Et les gens ne comprennent plus ça. Effectivement, donc le politique n'a pas de crédibilité parce que les gens estiment qu'on dit des choses auxquelles on croit sérieusement, mais qui mettent un temps fou à se réaliser. Donc en fait, ça vous perd toute votre crédibilité, et que ce soit en local ou en national. Et ça, c'est quand même un énorme sujet. Et je ne vous parle même pas de la question ferroviaire, qui est aujourd'hui un élément déterminant pour répondre aux besoins majoritaires de nos usagers. Le problème de la périphérie, on ne va pas le résoudre avec des tramways et des métros. On ne va pas faire aller les tramways et les métros à 40 km des centres urbains, ça n'a aucun sens. Sinon, ça va devenir des omnibus. Donc, pour ça, on a besoin du ferroviaire. Et donc, comment ça se passe dans ce pays ? On parle tous de RER métropolitain, c'est formidable. Mais la durée moyenne pour mettre en œuvre un RER métropolitain, c'est 20 ans. Parce qu'il y a une complexité de procédure et puis un enjeu de financement qui est considérable, sur lequel l'État n'est malheureusement pas suffisamment engagé aujourd'hui, qui fait qu'on peut en parler, on peut dire aux gens ça va être génial, demain vous aurez un train au quart d'heure avec 4 branches dans le territoire pour desservir le centre urbain, mais c'est dans 20 ans. Mais la ZFE, c'est tout de suite. Donc comment voulez-vous être crédible vis-à-vis de vos populations et leur expliquer que dans ce pays c'est complexe et ça prend du temps ? Donc on le fait. Mais les gens ne comprennent pas. Alors, je ne vous dis pas que tout est simple et tout doit être fait en 5 minutes. Ce n'est pas non plus la caricature que je veux donner. Mais je crois vraiment, et c'est ça, moi, que j'attends aujourd'hui des parlementaires et du gouvernement, qu'on devrait pouvoir être en capacité de sortir des procédures adaptées, raccourcies, d'intérêt général, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, de l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous sortez un projet de ce type, vous allez avoir toute une foultitude d'opposants qui, pour des raisons très particulières, vous expliqueront qu'il ne faut surtout pas le faire et que ce n'est pas le bon projet, mais que c'est formidable si vous le faites juste à côté. Ça, on le rencontre tous les jours. Donc c'est là où l'État doit jouer son rôle de défenseur de l'intérêt général, et il nous faut des procédures adaptées et pas des procédures qui rallongent le chemin, qui nous complexifient la situation. Je crois vraiment que c'est ça la priorité des priorités. Et tant qu'on ne touchera pas ça, on ne saura pas mieux faire. Et quand on regarde nos voisins européens, encore une fois, globalement, ils ont quand même des législations qui sont quand même beaucoup plus souples que les nôtres. Et ce n'est pas des pays qui ont des difficultés. Quand je dis nos voisins européens, je parle de l'Allemagne, des pays comme ça, qui ne sont quand même pas des pays moins bons que les nôtres, globalement, sur le plan de ce qu'ils sont en capacité de développer comme service, etc. Et pour autant, je crois que ça marche plutôt bien aussi. Voilà. Et qui viennent d'annoncer d'ailleurs qu'ils ne veulent plus respecter les règles européennes pour sauver leur industrie. Moi, j'ai une interrogation concernant le modèle économique des concessions, par exemple, qui vont être mises en place pour justement développer ces réseaux de bornes de charge. Comment est-ce que les collectivités vont s'y retrouver ? Est-ce que c'est les redevances d'occupation de l'espace public et comment est-ce qu'on va équilibrer justement ce modèle économique entre collectivités, opérateurs, usagers
si on fait un parallèle avec ce qui se passe, justement, vous avez beaucoup parlé de transport public, on voit que les collectivités, les intercos sont aujourd'hui en grande difficulté pour continuer à déployer, à augmenter l'offre, justement. Est-ce qu'on risque pas de prendre un chemin similaire? Je ne sais pas vous donner une réponse toute faite comme ça, parce qu'en fait, on est en plein dedans, justement. C'est-à-dire chaque territoire est en train de choisir et d'évaluer les différentes possibilités qu'ils vont avoir, quelle réponse sera la plus adaptée. Et d'un territoire à l'autre, les réponses ne seront pas les mêmes, mais voilà, il y a la palette d'outils qui est à la disposition de tout le monde, et quelle va être la réponse que chacun va choisir. En fait, la réponse à cette question, on va l'avoir dans les années qui viennent, quand on va pouvoir avoir la photographie un peu partout de ce qui se passe. Peut-être que les personnes de la FNCCR pourraient peut-être mieux répondre que moi sur ce sujet-là. Moi-même, dans mon territoire aujourd'hui, on s'interroge sur le mode de gestion qu'on va choisir. Ce qui est sûr, c'est que ça va être fait par le privé, mais quel type de délégation on va choisir? On est en plein dedans. Et est-ce qu'on va faire le bon choix? Je ne peux pas vous répondre comme ça tout de suite, parce qu'en fait, on est vraiment au démarrage des choses. Et effectivement, il va falloir observer ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble des territoires et quelles sont les directions qui vont être prises. On est vraiment, vraiment au début du processus. Alors, il y a un terme qu'on n'a pas employé quand on a parlé de bornes d'IRVE, c'est ouvert au public. On parle bien de bornes ouvertes au public. Alors les SDIRV, les schémas directeurs, nous on connaît bien parce qu'on les a accompagnés, pour la plupart, aux côtés des collectivités locales, en partageant notre expertise, en amenant des éléments sur le réseau. Ce qu'on a constaté, c'est effectivement la difficulté qu'avaient certains syndicats de fédérer un petit peu tous les opérateurs qui allaient déployer des bornes. Donc ça rejoint ce que disait monsieur sur la sanction. Ça serait un peu curieux d'ailleurs de mettre des sanctions, puisque l'État pousse à ce que se développent des bornes de recharge. Donc le sujet, il est plutôt de voir comment est-ce que la collectivité pourrait avoir un rôle dans cet aménagement, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. C'est ça sa difficulté. Le SDIR n'est pas une obligation. C'est la loi de l'homme qui l'a prévu, mais il n'y a pas d'obligation. Il faut aussi rappeler que le SDIR, ce n'est pas one shot. L'ouvrage doit être remis sur le métier régulièrement pour voir si ce qu'on a fait correspond aux besoins. Voilà, donc moi, aujourd'hui, alors, sur la mobilité lourde, monsieur le maire, les choses ont beaucoup évolué. Et y compris pour le transport de marchandises, ce que nous, on constate. Parce que nous, notre rôle, c'est d'accompagner tout ça. Et le maître mot, on a parlé de délai tout à l'heure, le maître mot dans cette affaire, c'est de l'anticipation. Et ce qu'on constate, c'est que la mobilité lourde, donc pour le transport de marchandises, l'électrification est la réponse qui est en train d'être apportée. Et ça pose des vrais défis pour le réseau, parce que pour le coup, ce n'est pas des bornes classiques qu'on va mettre sur les aires de service, sur les autoroutes. C'est d'énormes puissances. Et donc là, on ne peut pas lancer les travaux la veille de la demande. Et donc, on a aujourd'hui un dialogue sur l'anticipation des investissements. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les investissements, on les fait quand on a une demande. Mais demain, on sent bien qu'il va falloir déployer. Et donc, il va falloir que, sans doute, le modèle, il change un peu et qu'on puisse anticiper certainement les besoins de puissance qui vont arriver sur les autoroutes. Voilà. Sur les V2G, je voudrais rassurer monsieur, c'est un sujet qui est bien travaillé. Il y a un modèle économique à trouver quand même, parce que comment est-ce qu'on rémunère? Toutes les bornes ne le font pas, etc. Et puis une dernière remarque, la recharge rapide n'est pas forcément toujours la réponse. Une voiture, elle va se recharger demain, soit en alternatif, soit en continu. Quand on dit qu'on veut faire du très rapide, ça veut dire des bornes beaucoup plus chères, c'est-à-dire que de 5 000 €, on va passer à 20 000 €, et l'impact sur le réseau, qui est un ouvrage collectif, qui appartient aux collectivités locales, qu'on a l'honneur de gérer pour leur compte, voilà, si on peut quand même éviter de le renforcer inutilement, c'est pas mal. Et je rejoins ce que vous avez dit sur la conduite du changement. Il faut bien avoir en tête aussi que une place de stationnement, quand il y a une borne, ça devient une place de rechargement. C'est-à-dire qu'il faut assurer un turnover. Les voitures vont tous, il ne faudra pas... Voilà, Et donc, 11 kW, vous savez, quand vous rechargez 2 heures, vous avez probablement récupéré assez d'autonomie pour plusieurs jours, et vous rechargez dans 2 ou 3 jours dans un centre commercial, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut bien avoir en tête. Ma question, ce serait sur le rôle des collectivités locales dans les SDIRV. Est-ce que demain, il ne va pas falloir quand même réfléchir à ce rôle peut-être un peu plus d'aménagement et là, ça donnerait une légitimité aux collectivités pour discuter avec les opérateurs privés qui, eux, évidemment, vont continuer à déployer des bornes. J'avais 2 remarques à faire sur l'éclairage public. Ça existe, ça a été testé. J'en ai, dans une vie précédente, j'en ai testé avec Enedis à La Roche-sur-Yon quand j'étais chez Bouygues, et on en a déployé à Paris. Alors,
c'est pas impossible. Maintenant, c'est pas neutre pour la voirie, c'est pas neutre non plus pour l'éclairage public, parce que la structure de l'éclairage public n'est pas la même en France qu'en Grande-Bretagne. Et donc, la puissance disponible, c'est pas tout à fait ça, mais ça existe. Et c'est des discussions qu'on a eues, ou que j'ai eues avec des collectivités pour en déployer. Et d'autres remarques sur le V2G, je pense que la première étape, ce serait déjà d'avoir des bornes pilotables, parce qu'effectivement, l'interface avec le réseau Enedis et la puissance soutirée, quand on va mettre toute une ligne de bornes dans une rue, ça va être important localement. Et si tout le monde se charge à 8h du soir ou à 19h, ça peut poser des problèmes. Donc la première étape, c'est déjà de piloter les bornes pour avoir une bonne interface avec le réseau public. Bon, c'était les deux principales remarques. J'en aurais d'autres sur le modèle concessif ou les modèles, mais c'est trop long pour y répondre. Oui, non, ce que vous disiez, monsieur Denedis, je suis parfaitement en phase avec ce que vous dites. Je crois que c'est d'ailleurs ce que j'ai esquissé dans mon propos, en disant qu'en centre urbain, l'enjeu n'était pas d'avoir des bornes ultra rapides, et c'est d'ailleurs pas la stratégie que nous avons choisie pour les raisons que j'ai invoquées, que vous avez rappelées. Et en fait, toute la difficulté, c'est ça, c'est que nous devons prévoir dès maintenant un phénomène qui va s'accélérer dans les années qui viennent, et que si nous ne le prévoyons pas maintenant, nous ne serons pas prêts au bon moment. Mais le faire maintenant, et c'est nécessaire, ça a un coût, et au moment où nous le faisons, ce n'est pas rentable pour notamment même les opérateurs. Donc c'est là où il y a une difficulté. On ne peut pas attendre la dernière minute, comme vous l'avez dit, mais en même temps, le système économique aujourd'hui ne pousse pas à accélérer fortement maintenant, alors que le besoin, il est demain, mais il n'est pas encore totalement là. Et c'est cette difficulté auquel nous sommes évidemment confrontés. Et quand je faisais état d'un certain nombre de difficultés sur la mobilité lourde, j'étais bien sur le transport public collectif. Je ne parlais pas du secteur professionnel de marchandises, que par ailleurs je connais bien moins, mais en tout cas je faisais état de ces difficultés que nous avons sur le transport collectif. Et ça me permet de faire une incise effectivement sur les flottes publiques, parce que nous avons des véhicules bien sûr dans les collectivités locales. Alors bien entendu, quand il s'agit de remplacer des véhicules légers, il n'y a pas de difficulté. Bon, ça a un coût bien sûr, mais on sait faire et il n'y a pas de difficulté, surtout que ce sont des véhicules qui ne font pas un gros kilométrage, donc il n'y a même pas besoin de les recharger tous les jours. Voilà, donc ça on y arrive. Là on a une difficulté, mais de niche, qui est très particulière, ce sont sur les véhicules très techniques, très particuliers, les gros engins d'assainissement, de déneigement, etc. Bon, où aujourd'hui ils sont confidentiels, donc ils ne sont pas forcément encore en technologie électrique. Ça viendra, ou de l'hydrogène, enfin voilà, on ne les renouvelle pas tout de suite, on attend que le marché soit prêt pour le moment venu avoir des réponses, et je pense que les industriels de toute façon y travaillent. Voilà, après sur effectivement les véhicules plus classiques, plus légers, nous n'avons pas de difficulté. Mais pour refaire un lien avec nos habitants, la photographie que nous avons aujourd'hui et qui ne sera pas celle de demain, et c'est toute la difficulté, c'est qu'observe-t-on qui a un véhicule électrique aujourd'hui en ville? Plutôt des gens aux situations confortables ou aisées, plutôt des gens qui habitent en périphérie, en maison individuelle, et plutôt des gens dont c'est le deuxième ou le troisième véhicule, parce que ça permet effectivement de faire du trajet du quotidien dans la zone urbaine où ils ne rechargent même pas tous les jours, ou une recharge par semaine la plupart du temps suffit parce que le kilométrage n'est pas très important. C'est ça la réalité aujourd'hui sociologique du véhicule électrique, mais ce n'est pas la réalité de demain. Il ne faut pas figer la situation à l'instant T, et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que si on se reposait sur cette donnée-là, on dirait dans le fond on n'a pas grand-chose à faire. Et voilà. Sauf que ça va changer. Mais pour que ça change, il faut aussi qu'en face, il y ait des usagers, des acheteurs, etc. Et c'est toute cette complexité économique pour les opérateurs privés, mais aussi pour les collectivités locales, à laquelle nous devons faire face. Il faut anticiper, il faut investir, mais avec évidemment un rendement en face qui ne va pas être là tout de suite, et en nombre d'usagers, et sur le plan économique. Monsieur le maire, juste avant que notre président fasse la conclusion avec vous, en vous remerciant bien évidemment, une question d'un journaliste. Et vous, monsieur le maire, dans votre commune, comment avez-vous vécu et où en est le déploiement des bornes? Alors ma commune, donc c'est une commune de 6000 habitants qui est en entrée d'agglomération, enfin qui est dans ce qu'on appelle la zone urbaine dense, où j'ai à la fois une partie très urbaine et une partie de coteaux montagneux. Donc elle est très polyvalente. Donc l'enjeu, c'est d'équiper de quelques bornes de recharge bien la partie urbaine dense, puisque les zones de coteaux, ce sont plutôt des maisons individuelles, donc ce n'est pas là où la collectivité publique ira investir. Et nous sommes soumis au cadre du schéma directeur qui vient tout juste d'être adopté par la métropole de Grenoble. Donc dans les mois qui viennent, nous allons déployer quelques bornes dans la commune, et donc dans les projets d'aménagement que nous avons, nous essayons d'anticiper quand on refait de l'espace public en se disant tiens, là il y aura un intérêt à avoir une borne. Donc elles ne sont pas encore en place, mais ça va venir dans les mois qui viennent. Vous voyez, on est vraiment en plein dedans, et on a encore évidemment beaucoup de chantiers à conduire sur cette question. Je suis assez content de ne plus être maire, ni ministre d'ailleurs, je dois dire.
Et je ne peux pas m'empêcher d'éprouver un sentiment de bienveillance, solidarité avec les politiques d'aujourd'hui, tellement c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué, croyez-moi, parce que l'Union européenne, et je crois la France aussi, ont voté un certain nombre de lois dites de simplification qui sont en réalité on détourne les procédures pour aller plus vite, mais travaillant avec des entreprises de travaux publics qui doivent financer les investissements et notamment de savoir quel véhicule, quel carburant utiliser, elles sont obligées de vérifier avec la taxonomie que ça fonctionne. Donc c'est encore plus compliqué. Donc rassurez-vous, ça sera encore plus compliqué à l'horizon, Monsieur le maire, Monsieur le Président. En tous les cas, je crois que c'est vous qui avez raison, monsieur, avec votre question, et c'est clairement ça le problème. Vous l'avez dit vous-même, le secret que vous nous avez révélé, les grandes trajectoires en 2050, là c'est plutôt 2030 et 2050, ça dissimule une incroyable complexité, parce qu'il faut le faire, il faut le réaliser. Et quelquefois, en effet, le mieux est l'ennemi du bien, on le sait très bien. Et il y a des surenchères invraisemblables. Et là, aujourd'hui, le grand problème, c'est que devant cette complexité, on risque le retour en arrière. On voit bien que maintenant, vous avez, même pour la prochaine élection européenne, une tentation du retour en arrière. Donc les deux sont dangereuses. À la fois le retour en arrière et la surenchère. Donc il faut que nous fassions attention à ça. Monsieur le maire, monsieur le président, j'ai été extrêmement heureux de vous écouter. Vous avez la tête bien faite, si vous me permettez cette expression un peu familière, parce que c'est très compliqué. Vous nous avez expliqué ça avec beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, et nous avons été enchantés de vous écouter. Nous avons beaucoup appris. Et donc la question pour nous à Équilibre des énergies, c'est d'aider les élus, c'est d'aider les collectivités locales à réaliser cette transition. Et vous avez eu raison de dire que c'est tellement important, que ça change tout, que ça change la manière d'utiliser les véhicules, les transports. Il y a même la possibilité d'avoir des autorités organisatrices du logement maintenant. C'est-à-dire que tout ça se rapproche de plus en plus. Et donc, nous sommes à vos côtés, nous avons appris. Est-ce que nous pouvons vous apprendre quelque chose? Je ne suis même pas sûr, mais en tous les cas, on peut vous aider. Donc, c'est vraiment notre boulot de vous aider avec toutes les entreprises qui sont présentes ici pour réaliser cette transition. Merci beaucoup, Monsieur le Président.